Bienvenue dans le podcast Dessine-moi un divan. Je suis Candice Medina-Maro, créatrice de ce podcast, dans lequel je vous invite à vous joindre à des aventures et explorations en terre analytique. On poursuit dans la thématique « La psychanalyse ferait-elle peur ?» Dans les épisodes précédents, nous avons parlé du divan, du temps et de l'argent, ainsi que de la formation des analystes et de leurs théories. Dans ce dernier épisode consacré à cette thématique, nous allons aborder ce qui me semble être les peurs qui dépassent celles liées à la psychanalyse elle-même, et qui sont probablement les plus importantes. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêtes ? L'aventure nous attend ? C'est parti ! Toute personne vient en analyse avec une demande. Bien souvent, quelle qu'elle soit et quelle que soit la manière dont elle est formulée, l'attente réside dans le savoir prêté à l'analyste. Ce savoir, qui est supposé à la figure de l'analyste, c'est-à-dire le savoir que nous prête la personne qui vient nous voir, nous donne un certain pouvoir. Un pouvoir que la personne qui deviendra analysante nous confère. D'autant plus que, bien souvent, il s'agit pour celle ou celui qui frappe à la porte du cabinet de trouver comment aller mieux, et de supposer que l'analyste en question sait pourquoi ça ne va pas et ce qu'il faut faire. Or justement, face à ce pouvoir immense qui est prêté à l'analyste, se pose la question des enjeux de jouissance de ce dernier, et de fait de son rapport à la pulsion de pouvoir, puisque celle-ci se niche dans la relation analytique comme dans toute autre relation humaine. Tiens, j'ai parlé de pulsion, un autre mot qui fait sans doute peur. Le signifiant pouvoir renvoie à de nombreuses acceptions. Si l'on laisse résonner l'équivocité qu'il porte en lui, et selon les signifiants qui lui sont accolés, ainsi que les situations dans lesquelles il est énoncé, il peut signifier une chose et son contraire, puisque le pouvoir en appelle ainsi tout autant à dominer qu'à prendre place. En outre, dans toute situation d'abus, qui contient donc nécessairement de l'abus de pouvoir, la victime n'est pas qu'un objet, fort heureusement d'ailleurs. À ce qui lui arrive, elle répondra en actes, en paroles, en répétitions aussi bien sûr. En somme, elle trouvera l'art et la manière de faire avec ce qui lui arrive. Elle est donc là sujet à ce moment-là. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de pouvoir et d'abus de pouvoir, vous vous demanderez-vous peut-être ? Eh bien, parce que, comme beaucoup de situations asymétriques, la relation psychanalytique réveille les craintes d'abus. Certes, dans la disposition du cabinet, du cadre analytique, on ne retrouve pas nécessairement la symétrie patient-médecin, puisque même si l'analysante est allongée, l'analyste, elle, n'est pas debout, elle est assise derrière, et l'analysante ne se retrouve pas alors sous le regard de l'analyste. Elle en est libérée, en partie, car on ne va quand même pas prétendre que la question du regard de l'analyste ne se pose pas pour autant, bien sûr, puisque ce regard est déjà intériorisé par l'analysante. Et bien qu'il reste imaginaire et ne correspondra jamais à ce que l'analyste voit, ce regard est là quand même dans la tête de l'analysante. Mais malgré tout, c'est assez inhabituel de se trouver en face d'une personne à qui l'on parle quand on est dans la même pièce, et alors encore plus de parler à quelqu'un qu'on ne voit pas, qui est dans notre dos, et de lui parler juste de notre vie, et que la personne, l'autre, elle, ne nous parle pas de la sienne. Mais plus encore que dans le dispositif analytique, l'asymétrie de la relation se loge dans la circulation de la parole, en effet. Parce qu'il y a bien une personne qui raconte sa vie, allongée, à une autre, assise derrière elle, et qui ne lui dit rien, ou presque de la sienne. Je dis ou presque, car c'est impossible de ne rien laisser paraître de soi, même si on ne dit rien avec des mots, MOTS, ce qui là encore semble impossible. Bref, le fait est que, comme dans toute relation asymétrique, adulte-enfant, parent-enfant, prof-élève, médecin-patient, etc., il est facile, malgré tout, que se crée une relation abusive du fait de cette asymétrie. Et comme je le disais, cette configuration, aussi bien en termes de dispositif avec le divan qu'en termes de relations asymétriques dans la circulation et le contenu de la parole, réveille les craintes d'abus. Ce qui se comprend d'autant mieux quand on vient parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas de ce qu'il y a de plus intime. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est essentiel, j'insiste, de choisir la personne avec laquelle on souhaite travailler. On le sent, super. On ne le sent pas, eh bien, on va voir ailleurs. Cette crainte de l'abus est d'autant plus présente qu'on en a toutes et tous vécu, et qu'on a toutes et tous abusé, et qu'on sait que ça peut être facile d'abuser même de manière très brève et sans graves conséquences. Or justement, il y a des abus dont les conséquences sont majeures et incommensurables, les abus sexuels. Ce sera d'ailleurs le sujet de la prochaine thématique. La crainte de se retrouver du coup dans une situation abusive, ou sans aller jusque-là, dans une relation peu ou pas respectueuse, fait peur. Et ça se comprend quand même vraiment très bien.
Finalement, au-delà de ce qui tient à la psychanalyse elle-même et que j'ai abordé dans les 3 épisodes précédents, il me semble en effet que les principales peurs se situent ailleurs. Il y a la crainte de la relation et de sa nature, mais il y a aussi la peur non moins grande de se dire à soi-même ce qu'on fait justement en sorte de ne généralement pas se dire. Ce à quoi s'ajoutent les changements invisibles et visibles que cette parole entraînerait immanquablement. L'anecdote et comme toute anecdote à mon sujet, je la dis parce qu'elle me semble pertinente pour la suite, car en bonne analyse que j'essaie d'être, sinon je ne parle pas de moi. Bref, je crois que c'était à la fin de notre 3e séance avec Carlos Tinoco, le psychanalyste avec lequel j'ai travaillé pendant des années, qu'il a dit quelque chose qui m'a fait peur. Il m'a proposé de faire une analyse. Bon, c'est pas tellement là que ça m'a fait peur, car pour être honnête, même si je ne savais pas franchement ce que ça allait être, ce qui se passait depuis 3 séances me semblait vraiment intéressant et je me suis dit que de toute façon, j'arrêterais si ça ne me plaisait pas. Non, ce qui m'a fait peur, c'est quand il m'a dit que ce travail pouvait entraîner des ruptures. Fichtre, moi je ne voulais rompre avec personne. J'ai compris au fur et à mesure du travail que j'ai fait ce qu'il entendait par là. Je les ai vécues, ces ruptures. Pas nécessairement des ruptures de relations, quoique parfois, plus ou moins temporairement, mais ces ruptures dans les relations, dans mon fonctionnement, dans ma manière de mettre en récit mon histoire, ma vie, etc. À chaque parole, à chaque séance, d'une certaine manière, il y avait un avant et un après. Bien sûr, on peut toujours revenir à avant, mais on ne peut plus vraiment faire comme si on n'avait pas entendu ce qu'on a dit, puisque c'est dit. Je dis plus vraiment car on peut toujours oublier, ou refouler plutôt, hein, on n'oublie jamais complètement tout. On est très fort, ça, pour nous les humains, pour refouler. Mais ça a été dit, on le sait, ne serait-ce qu'inconsciemment. La parole est une prise de risque. On ne sait pas toujours ce qu'on va dire, surtout quand on laisse notre inconscient parler, et on ne peut plus faire, plus vraiment en tout cas, comme si on n'avait pas parlé. Et alors, qu'est-ce qui va se passer après cette parole? En psychanalyse, la prise de risque est maximale, elle est même souhaitée et souhaitable. Chaque signifiant renvoyant inlassablement à un autre, on ne sait jamais à l'avance où notre parole nous mène, sans compter les lapsus, ces mots que l'on croit avoir dit à la place d'un autre, et qui sont en réalité ce qu'on voulait dire. Et encore, même là, on ne peut pas s'arrêter là. Il convient d'interroger ce qu'on dit quand on dit tel mot. On ne peut donc jamais savoir de quoi on va vraiment parler quand on commence à parler de quelque chose. Ce qui fait aussi que chaque séance peut être véritablement une aventure. D'ailleurs, on aurait tort de penser que les personnes qui viennent en analyse, ou chez un psy en général, veulent vraiment aller mieux, puisque c'est souvent le motif invoqué, au point d'être prêtes à véritablement se lancer dans l'exploration de leur histoire, et donc de ce qu'elles ne manqueront pas de se révéler à elles-mêmes, et qu'elles s'ingénient pourtant à se cacher si bien. Parler, c'est un risque difficile, coûteux, périlleux, libérateur. Un beau risque, celui d'être soi, le plus possible. Et a-t-on mieux à faire dans cette vie? En effet, prendre la parole implique de laisser surgir ce qui veut tout autant être dit que tu. Le geste de l'écriture, en revanche, peut permettre à l'inconscient de se dire, mais également de choisir davantage ce qui est montré ou non. Il y a moins de risques, même si, n'en soyons pas dupes, on ne maîtrise jamais pleinement le choix de ces mots. Quand bien même on fait intervenir de nombreuses réécritures, personne n'est jamais entièrement libre de dire ce qu'elle voudrait dire ou taire. C'est bel et bien parce que la parole est une prise de risque qu'il y a des moments de silence, des blancs, des épisodes de bug cérébral, où plus rien n'est accessible. Car tout cela constitue autant de façons de se protéger de la parole, de sa parole et de celle des autres. C'est ce qu'on appelle des résistances en psychanalyse, mais est-ce le bon terme? Et si c'était plutôt des mesures de protection, qui ont leur fonction, qui ont leur place, leur légitimité? J'ai d'ailleurs coutume de dire aux personnes que je reçois en séance qu'on ne se fait pas de coups bas. On ne se dit que ce qu'on est capable d'entendre, avec tout ce que ça implique de bouleversement, de ressenti. Parce que là, enfin, on est prêt à le vivre, si intense soit l'expérience. D'ailleurs, on aurait tort de penser que les personnes qui viennent en analyse, ou chez un psy en général, veulent vraiment aller mieux, puisque c'est souvent le motif invoqué, au point d'être prêtes à véritablement se lancer dans l'exploration de leur histoire, et donc de ce qu'elles ne manqueront pas de se révéler à elles-mêmes, et qu'elles s'ingénient pourtant à se cacher si bien. Parler, c'est prendre un risque difficile, coûteux, périlleux, libérateur. Un beau risque, celui d'être soi le plus possible. Et a-t-on mieux à faire dans cette vie? Parmi les peurs qui se cachent, tapis dans l'ombre, il y a aussi celle du silence. C'est bien connu, un analyste se tait et ponctue son silence de pendant tout le temps de la séance. Bon, ça aussi c'est un mythe, même s'il doit bien se trouver des analystes qui ne disent pas un mot pendant toute une première séance. Je parle de la première séance car, en effet, quand le travail est bien installé, après plusieurs semaines, plusieurs mois, il arrive qu'on ne dise pas grand-chose. Mais
il me semble maltraitant dans les premières séances d'opposer un silence systématique à la parole de la personne qu'on a en face de nous. Le silence a une fonction. Il fait de la place. Il laisse à l'autre la place pour déployer sa parole. Il est donc essentiel. Mais s'il est un fétiche qu'on ne peut donc pas questionner, ou un moyen de pouvoir, il perd sa puissance et son humilité. Comme conseil adressé aux analystes, Freud énonce: je ne saurais recommander avec suffisamment d'insistance à mes collègues de prendre comme modèle, au cours du traitement psychanalytique, le chirurgien qui met de côté tous ses affects et même sa pitié humaine, et qui fixe un unique but à ses forces intellectuelles: mener l'opération en respectant autant que possible les règles de l'art. Cette froideur des sentiments, à laquelle enjoint le père de la psychanalyse, est à laisser résonner avec toute la polysémie qui peut s'en dégager, et à questionner aussi. En effet, cette sorte d'abstinence émotionnelle est non seulement difficilement tenable, en tout cas impossible sans un solide clivage, mais peut-être n'est-elle même pas tout à fait souhaitable. Bien sûr, il est nécessaire que l'analyste puisse entendre, laisser résonner un écho, sans s'y perdre. La froideur, le silence érigé comme règle fondamentale de la psychanalyse peuvent être une forme de prise de pouvoir, ceci dit, sur celle ou celui qui vient consulter et que l'analyste laisse tout à son désarroi. Encore une fois, il est indéniable que le silence est fécond, puisqu'il permet de laisser la place à l'émergence de la parole, peut-être pleine de l'analysante. Cependant, il peut aussi être profondément maltraitant, lorsqu'une parole qui a besoin d'un écho rencontre un mur qui ne laisse passer aucun son, ni dans un sens, ni peut-être même dans l'autre. D'ailleurs, et heureusement, certains analystes ne se sont pas inscrits dans cette prescription freudienne. Je dis heureusement car les théories psychanalytiques, comme n'importe quelle théorie, doivent être questionnées, travaillées, refondées, et non pas prises comme des textes religieux ininterrogeables. Ferenczi, par exemple, qui après Jung était pressenti comme le successeur de Freud, au gré de sa pratique analytique, a développé une conception davantage maternante de la relation analytique, en opposition avec une approche plutôt paternante de Freud. Termes à prendre comme ils sont, c'est-à-dire non pas rattachés à un père ou une mère, ni même à un homme ou une femme, mais à des fonctions qui pourraient être mieux nommées pour éviter les amalgames, on est d'accord. Cette approche a permis à Ferenczi d'accompagner au mieux le travail de certains de ses patients ayant eu des vécus particulièrement douloureux et qui ne toléraient pas la distance froide que préconisait Freud, par exemple. Là encore, s'autorisant à écouter ce que lui disaient celles et ceux qui s'appelaient encore des patients, Ferenczi a continué de faire de la psychanalyse une discipline en mouvement, une révolution toujours à venir, toujours en devenir. Tout cela pour dire que la neutralité à laquelle nous sommes appelés en tant qu'analystes doit peut-être essentiellement se situer dans la renonciation à tout pouvoir sur l'analysante. Renonciation au pouvoir de savoir, à celui de soigner, au pouvoir de laisser l'autre dans un silence mortifère, etc. Il s'agit alors de laisser résonner les discours, de prendre plusieurs points de vue, d'élargir l'espace dans lequel les inconscients, y compris celui de l'analyste, vont faire écho. Ce travail appelle à une grande humilité, une grande empathie, une mise en abîme et en réseau de tous ceux, CE, et de tous ceux et celles qui se disent dans le discours de l'analysante. L'interprétation qui se propose parfois reste alors justement cela, une proposition, une invitation à l'exploration, pertinente ou pas, là, tout de suite ou dans l'après-coup, mais toujours dans le respect de celui ou celle qui a le pouvoir sur son récit et qu'on appelle l'analysant ou l'analysante. Enfin, last but not least, la peur de ne pas être cru s'invite aussi régulièrement en séance, et même bien avant toute démarche pour contacter un psy. Cela tient à plusieurs choses. Ce peut être la peur de ne pas être cru, car on ne l'a pas été avant, justement, ou celle de ne pas être cru, car on a une vie tellement à l'image d'une série dans laquelle il se passe toujours plus de choses improbables, que personne ne voudra croire que ça existe vraiment. Et pourtant, ce que j'entends chaque jour en séance ne fait que confirmer qu'il peut tout se passer dans une vie. Le meilleur et le plus beau, comme le pire et le plus violent. Et justement, en analyse, il s'agit de pouvoir dire l'indicible, et plus encore, ce qui n'a pas été entendu. Il s'agit de s'autoriser à penser l'impensable, de mettre au travail ce qui a été enfoui, bref, de parler du meilleur comme du pire, et de voir ce qu'on veut et ce qu'on peut en faire. Je vous propose qu'on ponctue là-dessus, et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de belles explorations.